Avant de commencer cette vidéo, je voudrais présenter des excuses. Des excuses à vous qui me suivez parce que j'ai mis longtemps avant de sortir cette partie 2 du test de la Flash Forge Adventurer 5ème Pro. Et c'est pas facile à dire, je me suis repris à plusieurs fois pour dire Flash Forge Adventurer 5ème Pro. Flash Forge Adventurer 5ème Pro. C'est pas mal, hein. Bref, donc je vous dois des excuses pour avoir traîné sur cette partie 2. Ça doit faire 4 ou 5 mois que j'ai fait la partie 1. Et à un moment, je me suis dit, ça vaut plus vraiment le coup de la faire. Et puis, certains d'entre vous me l'ont réclamé, à juste titre d'ailleurs. Donc, je voulais vous présenter mes excuses par rapport à ça. Je voulais aussi présenter mes excuses à Geekbuying, mon partenaire, qui m'a envoyé cette machine pour vous la présenter, et à Flashforge, le fabricant de cette imprimante. Aucun des deux ne m'a absolument rien demandé. C'est juste par honnêteté intellectuelle et par conscience professionnelle que je présente ces excuses. Pour la simple et bonne raison, c'est que avant de préparer cette deuxième partie, j'ai revisionné rapidement ce que j'avais déjà fait et déjà dit, pour pas me répéter, sur la partie 1, et je me suis rendu compte que j'ai laissé cette fin de vidéo de partie 1 sur un a priori d'une machine qui était vraiment désastreuse. Et je vous assure que c'est pas du tout le cas, donc je voulais présenter mes excuses par rapport à ça. Et je vais vous dire, alors, bien sûr, tout est pas tout beau, tout rose sur cette imprimante. Ce que j'ai dit présenté sur la partie 1, ce sont des choses vraies que j'ai rencontrées, et je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour y remédier. Peut-être que Flashforge a déjà réparé ces problèmes-là. Voilà, cette imprimante n'est pas parfaite, mais au-delà des choses négatives que j'ai pu montrer, il y a aussi plein de belles choses que je vais vous montrer maintenant. Alors pour répondre à la question de la fin de la première partie, est-ce que le firmware a résolu le problème de connexion à la caméra? Non, c'est un problème de connexion. Il a fallu que je démonte en partie le capot à l'arrière de l'écran et la partie bande OLED pour pouvoir accéder et toucher au câble en fait. Je n'ai pas pu accéder à tout et tout démonter, ça aurait pris beaucoup de temps. Mais j'ai réussi en mettant le câble dans une certaine position à maintenir la connexion et à laisser la caméra disponible. Mais avant de trouver quel connecteur avait un problème, il a fallu que je démonte le capot arrière de l'imprimante pour pouvoir accéder à la carte mère. Et je vous montre celle-ci et comment c'est agencé à l'intérieur. Alors ici, on peut apercevoir donc la carte mère, l'écran LCD ici, le Wi-Fi, on a les drivers intégrés. On doit avoir ici la partie clipper et peut-être ici la partie gestion de l'imprimante et des moteurs. Heater ici, donc là je pense que ouais, je sais pas, heater quoi, il y a le bed en tout cas, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Il y a pas mal de nappes, même ici on peut voir que c'est une nappe pour le RJ45, une ventilation qui doit servir, je sais pas à quoi, parce que, ah si, ok, il y a l'air d'avoir une bouche de ventilation, donc on doit aspirer l'air là et souffler sur la carte mère par le dessous. Ici on a l'alimentation, je pensais que c'était du Minwell avec le logo, mais ça n'a pas l'air d'en être une. Une alimentation de 350 watts il me semble, en 24 volts, qui est plutôt bien branchée. On voit que l'intégration des composants et le câblage de la carte mère est plutôt bien fait. J'essaye de trouver la caméra. Là on a un autre conduit d'air, ça doit être le conduit d'extraction d'air. On retrouve la courroie pour le fonctionnement Core XY. Et puis ici, ah si, je me disais on voit pas de courroie ici. C'est juste que la poulie est assez grande. Et là, je vais chercher la caméra et puis je vous tiens au courant. Maintenant que la caméra est réparée et fonctionne, j'ai pu enregistrer mon premier timelapse. Voilà ce que ça donne au niveau de la résolution native et upscalé en 1080. Et on peut voir que c'est pas foufou. Deuxième problème que j'ai rencontré et que vous avez pu voir sur la première partie, c'est les impressions qui tiennent pas sur le plateau. Et ça, malgré la diminution du Z-offset, en écrasant un peu plus la première couche, en badigeonnant le plateau avec la colle qui était fournie, eh bien j'arrivais toujours à avoir des impressions qui sautaient, qui dégageaient et à perdre du filament. Et je vais vous montrer, notamment sur un print qui a duré plusieurs heures, c'est très frustrant et rageant de perdre son print et de gaspiller tout ce filament. Pour moi, c'est un problème de revêtement de ce plateau. Je ne sais pas en quelle matière il est fait. C'est une espèce de peinture poudrée texturée. Mais ça ne tient pas bien. Ce que j'ai fait pour remédier à ça, j'ai tout simplement pris le plateau de la Creality K1, qui est un plateau de type Bulltack, donc avec un revêtement lisse. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les imprimantes de chez Bambu Lab. J'ai mis ce plateau qui est exactement de la même taille
que la FlashForge 5M Pro, à exception près qu'il n'a pas la petite poignée de devant. Et à ce moment-là, j'ai pu rater aucun print. Tout ce que j'ai imprimé, c'est bien imprimé, avec des couches qui ont bien adhéré. Voilà, donc je vous conseille une chose, c'est si vous voulez ne plus avoir de problème d'adhérence au plateau sur cette imprimante, c'est de changer tout simplement le plateau. Alors avant de passer au point positif et au point négatif de cette imprimante, je voulais vous présenter rapidement le slicer, qui est un slicer propriétaire de chez FlashForge. Alors, il ressemble un peu au slicer de Creality, le Creality Print. Il ressemble aussi un peu à Cura. J'ai pas réussi à voir, j'ai pas vraiment cherché non plus, savoir sur quel slicer il était inspiré. Voilà, je suis pas hyper fan de slicer. Alors, c'est aussi parce que j'ai mes habitudes avec Orca Slicer et Bamboo Studio. Voilà, celui-ci, c'est pas un slicer qui me convient en tout cas, mais bon, il a l'air de bien fonctionner. Une fois qu'on a chargé le modèle, on a juste à faire commencer le tranchage. On a tous les réglages ici, le menu général avec l'épaisseur, la hauteur de couche, les vitesses d'impression, les épaisseurs de mur, le remplissage, la vitesse d'impression des murs externes, le remplissage à cœur, donc le nombre de couches supérieures et de couches inférieures, la densité de remplissage, les supports, les rafts, voilà, après ajout, j'ai pas tout regardé, mais refroidissement, il a l'air d'être vraiment très complet, mais je trouve pas ça hyper ergonomique. Donc une fois qu'on a fait le tranchage, c'est un peu long pour juste un benchy, je trouve, mais bon. On a une prévisualisation voilà, qui ressemble un peu à ce qu'on avait sur Cura, avec les différentes couleurs par rapport aux différents types de lignes. Tac. Voilà. Ici, on a un petit résumé, nombre de couches, on peut faire un défilement. Bon, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais voilà à quoi ça ressemble. Cette imprimante est connectée à son slicer, donc si on veut imprimer, on peut l'envoyer directement ici, ce que je ne vais pas faire, bien sûr. Et puis, on peut avoir une prévisualisation, connecter la machine. Voilà, donc elle est déjà connectée. Et puis ici, quelques infos. On a la liste des fichiers qui sont stockés dans la mémoire. Et puis ici, voilà, on a accès à la caméra. Donc vous avez vu, elle est réparée, elle fonctionne. Et puis ici, on peut éteindre et rallumer la lumière. Vous avez pu voir juste derrière moi, ça répond quand même assez vite. Et pour la caméra, je vous montre que c'est bien en direct. Voilà. Ah, il y a une mise à jour qui s'est présentée. Je ne vais pas la faire maintenant. Tac, voilà. Voilà pour le slicer. Je vous ai dit que moi, j'utilisais Orca Slicer. On va faire un tour vite fait. Il est déjà paramétré, Orca Slicer. Alors, le problème que j'ai rencontré avec Orca Slicer, donc l'imprimante est bien dispo. Il y a bien les paramètres qui sont implémentés dans Orca Slicer et qui fonctionnent très bien. Voilà, on a le plateau représenté avec la poignée, tout est super. Ici, j'ai pu faire donc, la connexion avec mon type d'hôte qui est FlashForge et donc mon adresse IP. Quand je teste, ils disent que ça fonctionne bien. J'arrive à envoyer des fichiers slicés à l'imprimante et elle va démarrer et imprimer. Le problème, c'est que je n'ai pas de visualisation de la caméra. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que cette imprimante n'est pas équipée de clipper, mais d'un firmware propriétaire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur un clipper pour cette imprimante. Je n'ai pas regardé où ça en était, s'il était dispo, s'il était fiable et tout ça. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. Je pense pas que je vais la passer sous Clipper. Je sais pas si je vais la garder, vu le nombre d'imprimantes que j'ai aujourd'hui, et de ce format-là aussi. Si elle avait été plus grande, je l'aurais sans aucun doute gardée, parce que j'aime vraiment cette imprimante par rapport au peu de bruit qu'elle fait, à la qualité d'impression qu'elle a. Maintenant, elle est avec un volume d'impression plus faible que la Bamboo Lab X1 Carbone, parce qu'elle a un volume de 220 par 220 par 220. La X1 Carbone a 256 par 256 par 256. Elle a un volume plus faible que la K1, que la K1 Max et que la Kiddy X Max 3. Et il y a d'autres imprimantes qui arrivent et je commence à plus avoir de place. Donc je pense pas conserver cette machine. Bref, tout ça pour vous dire que je la passerai probablement pas sous Clipper. Donc toutes les impressions que j'ai pu faire et que je vous verrai après, quand je vous montrerai la qualité d'impression, ont été faites avec Orca Slicer, excepté le premier Benchy qui lui a été fait avec le fichier déjà tranché, livré avec l'imprimante. Je vous propose maintenant de passer sur l'état des lieux, des défauts et des qualités que peut avoir cette imprimante.
Un des premiers défauts, c'est le temps de réponse de l'écran. On a pu voir sur la précédente vidéo que l'écran mettait un peu de temps à répondre. C'est parfois agaçant parce que on croit qu'on n'a pas bien appuyé et puis en fait, l'action qu'on vient de faire, elle est un peu décalée dans le temps. On a rappuyé entre-temps, donc on a annulé l'action qu'on avait fait. Voilà, c'est parfois un peu chiant, mais quand on le sait et qu'on est habitué, finalement, on a cette patience d'appuyer une fois, de regarder si l'action s'est bien effectuée et puis de la refaire si jamais ça n'a pas fonctionné. On va rester sur les interfaces, sur les autres petits défauts. Donc il y a aussi le fait qu'on n'est pas sur une carte mère hyper rapide et qu'elle soit sur une interface propriétaire. Ça laisse moins de champ libre pour pouvoir la faire évoluer. Mais bon, si vous voulez imprimer sans vous prendre la tête et sans avoir à bidouiller, je pense que cette imprimante est un peu comme une Bambu Lab sur son propre environnement. Elle fonctionne très bien et pour quelqu'un qui débute dans l'impression 3D, elle sera tout à fait adaptée à vos besoins et les mises à jour sont assez fréquentes. Vous avez pu voir qu'il y en a une qui s'est lancée quand j'ai voulu mettre ma main pour vous montrer la caméra. Donc FlashForge travaille pour mettre à jour sa machine et la faire évoluer et l'améliorer au fil du temps. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le fabricant met des choses en œuvre pour pouvoir améliorer son produit. Un des autres défauts que cette machine peut avoir, on en a parlé tout à l'heure, c'est la connexion de la caméra qui, j'espère, a été résolue depuis. C'est juste un problème de câblerie. Je pense que FlashForge, enfin en tout cas j'espère, que FlashForge a mis des choses en place pour éviter que ça se reproduise et éviter d'avoir des machines qui arrivent avec une caméra qui n'est pas utilisable, ce qui est frustrant d'un premier temps et qui va générer du SAV. Et puis, forcément, quand on achète une machine, qu'elle arrive, qu'elle est neuve et qu'on a hâte de l'utiliser et qu'on a déjà un problème, on est réticent pour la suite et déçu de son achat. Sur la partie impression, les autres défauts qu'on peut voir, c'est notamment le plateau. Donc je vous ai dit que pour résoudre ce problème, il faut changer le plateau d'impression et prendre celui d'une K1 par exemple, ou en tout cas d'un format équivalent, de 220 par 220. Et il y a d'autres points aussi, c'est le support de bobine, donc qui est placé à l'arrière, mais qui est un petit support en tôle pliée, qui est vraiment pas pratique du tout. Problème, c'est que sur cette machine, sur les capots latéraux, on n'a aucune vis qui peuvent permettre d'y accrocher un autre type de support de bobine, comme le MK3 de mon support de bobine universel que j'ai soit présenté, soit je vais vous le présenter prochainement. Ça dépendra de l'ordre d'enchaînement des vidéos. Voilà, ce support de bobine-là pourra être remplacé. Et d'ailleurs, je vous encourage à le remplacer parce qu'il n'est pas du tout pratique. Et certaines bobines un peu larges auront probablement du mal à y tenir. Et enfin, il y a un des argumentaires de cette imprimante, c'est qu'elle a un système d'arrêt automatique. Alors, c'est un pseudo-système d'arrêt automatique. Ok, l'écran s'arrête, l'éclairage s'arrête, mais on a toujours la ventilation de la carte mère qui va continuer. En fait, c'est pas un vrai arrêt automatique. Par exemple, si j'éteins... Voulez-vous éteindre l'imprimante? Oui. Bon, là, il y a un véhicule qui passe. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais en fait, elle n'est pas vraiment arrêtée. Voilà. On entend la ventilation de l'alimentation de la machine qui continue à tourner. Donc, voilà. Pas un vrai auto-off, c'est, on va dire, une mise en pause. C'est un peu comme il y avait sur la Widow X40 que je vous avais présenté. Bon, voilà, ça marche un peu mieux que sur la Widow. Mais il faut savoir que la machine, quand son auto-off sera fait, elle aura toujours un bruit de fond qui ne vous permettra pas de la laisser dans une pièce de vie ou une pièce de sommeil si vous avez votre machine dans votre chambre. Voilà, c'est à prendre en considération, c'est pas très grave, il y a plein de machines qui n'ont pas d'auto-off, mais celle-ci, quand elle s'arrête en auto-off, eh bien, son alimentation est toujours sous tension et continue à ventiler. Si maintenant on se penche du côté des atouts de cette imprimante, on peut voir que pour son prix que j'ai plus en tête, mais je crois qu'il était autour de entre 500 et 550 euros. Je vous mettrai le prix actuel ici, mais qui pourra forcément évoluer en fonction du marché et de la vétusté de la machine. Voilà, elle a quand même de nombreux atouts pour son prix qu'on ne rencontre pas sur d'autres imprimantes de prix équivalent, même de prix supérieur. Donc, cette imprimante est équipée d'une carte réseau. Vous pourrez la brancher en RJ45 sur votre réseau local ou votre réseau d'entreprise
Alors, je vous mets quand même en garde par rapport à ça. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité informatique, mais vous êtes sur un firmware propriétaire. Je ne sais pas qui collecte vos données, qui peut les collecter. Peut-être que sous Clipper, il y aura des choses différentes au terme de sécurité informatique. Voilà, il y a la capacité de le faire. Je ne sais pas comment ça va s'ouvrir et je ne sais pas comment le protéger. Mais en tout cas, il y a un accès RJ45 à l'imprimante. Cette FlashForge Adventurer 5M Pro est étonnamment silencieuse par rapport à son prix et à la manière dont elle est construite. Vous avez pu voir dans la précédente vidéo, et je vous remets un extrait juste ici, que en fermant cette simple porte en plastique, on arrive à atténuer le bruit de 6 dB, ce qui fait qu'elle fait 4 fois moins de bruit. On se retrouve, je crois, à peu près à 50 décibels. Donc pour mes mesures, j'utilise toujours le même matériel. J'effectue la mesure à 1 mètre et en dBA qui correspond au spectre auditif de l'oreille humaine. J'ai trouvé ça assez bluffant de pouvoir réussir à diminuer autant le bruit en fermant une simple porte. Alors sur ces essais-là, j'avais pas mis toutes les ventilations puisqu'on a une ventilation interne qui permet de recycler l'air et une ventilation externe qui permet de faire entrer de l'air neuf et de le filtrer. Mais on en reparlera juste après. Avant ça, je voulais vous parler d'une autre interface. C'est l'interface, donc c'est une petite appli que l'on peut retrouver sur son smartphone. Donc elle existe en version iOS et en version Android. Donc cette application va vous permettre de pouvoir contrôler et de surveiller votre imprimante et votre impression à distance. Elle est plutôt minimaliste, mais elle a l'avantage d'exister et de fonctionner correctement. Et encore une fois, pour le prix, il y a beaucoup de marques qui ne proposent pas ce service-là. Cette petite application. Donc voilà, c'est encore un point positif de cette imprimante. Un gros point positif sur lequel je mettrai un bémol, c'est la filtration interne de cette imprimante. Alors c'est super d'avoir des filtres à charbon actif et des filtres HEPA qui vont vous permettre de filtrer l'air qui va sortir de cette imprimante et d'éviter de polluer votre environnement. Alors si c'est une imprimante que vous utilisez chez vous, c'est indispensable si vous le faites avec des matériaux tels que de l'ABS, de l'ASA ou tout type de matériaux qui peuvent émaner des composés organiques volatiles et des polluants qui pourraient polluer donc votre environnement dans lequel vous vivez. On sait aujourd'hui que le PLA, enfin en tout cas les études montrent que le PLA serait pas nocif, ou en tout cas pour l'instant c'est pas prouvé qu'il l'est, et le PETG qu'il ne le serait pas trop non plus. Donc voilà, vous pourriez vous passer de ces filtres-là pour ces matières-là, mais pour les autres, il est indispensable. Et si vous êtes dans un environnement dans lequel vous vivez et non pas dans un atelier qui pourrait être aéré, c'est probablement un atout majeur de cette imprimante et c'est surtout un atout qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'imprimantes. Une Creality K1 par exemple n'a pas ce système de filtration. Alors le bémol, c'est que le prix des filtres, 15 € le filtre, plus 15 ou 20 € de frais de port pour un filtre, c'est complètement démentiel. Et d'ailleurs, pour parer à ça, j'avais fait mes propres filtres que je vous avais présentés en vidéo, que vous trouverez juste ici. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description vers Printables si vous voulez imprimer les fichiers vous-même. Vous aurez aussi dans la description les liens vers le matériel pour pouvoir les fabriquer. Et sinon, vous pourrez avoir accès à mon Ko-fi sur lequel je vends des filtres déjà tout prêts. Voilà, vous n'aurez plus qu'à mettre ces filtres dans le porte-filtre que vous aurez imprimé. Pour continuer sur la filtration interne, je vous avais montré un petit capteur dans la partie 1 qui ressemblait à un capteur d'humidité. Ça ressemble à un capteur de température et d'humidité, capteur d'hygrométrie. J'ai lu sur certains forums que ce serait un capteur de qualité d'air qui permettrait d'enclencher la ventilation interne en fonction de la qualité de l'air. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, je n'ai pas vraiment pu tester la fonction. Si jamais vous en savez un peu plus, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Ça me permettra de me coucher un peu moins bête et de renseigner les autres utilisateurs qui se posent la question. Un autre point fort de cette imprimante, c'est qu'elle est livrée avec un second bloc de chauffe avec une buse de 0,6 et qu'elle est équipée d'un système de changement rapide qui vous permettra de pouvoir imprimer des pièces plus grosses avec des couches plus grosses et plus rapidement si jamais vous avez besoin et de switcher comme ça entre du 0,4 et du 0,6 assez rapidement. Alors une particularité qui m'a fait sourire sur cette imprimante, c'est que, alors qui n'est ni un défaut ni une qualité, hein, mais qui est plutôt une particularité de cette imprimante, c'est que vous ne pouvez pas décharger le filament, donc l'extrudeur ne va pas en arrière. La procédure, c'est de retirer le tube PTFE, couper votre filament,
Retirer votre bobine, ensuite faire comme si vous chargez le filament qui va purger le morceau de filament qui reste dans votre extrudeur. Vous allez ensuite remettre votre bobine, l'insérer dans le tube PTFE, insérer votre morceau de filament qui dépasse du PTFE dans la tête d'impression, puis charger le nouveau filament jusqu'à le purger suffisamment, remettre le tube PTFE. Et ensuite, vous allez pouvoir imprimer. Donc cet extrudeur ne va pas en arrière, il ne va que dans un sens, dans le sens de l'extrusion. Voilà, c'est une petite particularité de cette imprimante que je n'avais pas vue sur d'autres modèles avant ça. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour de cette imprimante avec ses problèmes, les solutions pour pouvoir réparer ces problèmes, ses points faibles et ses points forts. Et maintenant, il reste une chose à vous montrer, c'est la qualité d'impression. Et pour ça, je vais vous montrer les différents modèles que j'ai imprimés. Et vous allez voir que c'est une imprimante avec une très bonne qualité d'impression. Et franchement, elle se débrouille bien, elle n'a pas à rougir de certaines machines qui sont vendues plus cher que celle-ci. C'est la fin de cette vidéo et de ce test sur la FlashForge Adventurer 5M Pro. C'était important que je puisse le terminer pour vous donner un avis complet et global sur cette imprimante et non pas un demi-avis comme il pouvait y avoir avec juste une partie 1. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.